Sylvain vient nous proposer à la vente cette potige vue un peu plus tôt dans l'émission. Espérons pour lui que l'expertise sera aussi impressionnante que son vase. Beau celui-là, le nom. Il est beau. Oui, c'est vrai qu'il est impressionnant. Ouais. Ah. Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. En pleine reconversion professionnelle. Oui. Alors, vous passez de quel boulot à quelle formation? Alors, c'était un boulot d'acheteur pour maintenant faire de l'account management. Donc, c'est en charge de clientèle. D'accord, Voilà. account management. Bon. Alors du coup, vous avez besoin de la financer, cette formation. Donc vous avez fouillé le grenier de vos grands-parents. Exactement. Et j'ai trouvé du coup ce magnifique vase qui était un peu perdu entre plein d'autres objets. Et je trouvais ça dommage. Et c'est vrai qu'il est très beau. Je crois qu'on n'en a jamais vu d'aussi spectaculaire. Important comme ça, je ne crois pas dans ce film, c'est vrai. Donc c'est un objet donc en asiatique, évidemment. Et ensuite, complètement japonais. Hein. Okay. C'est typique d'une production, ce qu'on appelle les grès porcelaineux ou les porcelaines de Satsuma. Donc, c'est produit dans le sud du Japon, dans les îles vraiment les plus au sud, quasiment en face de la Corée. Vous avez cette couleur très caractéristique de Satsuma qui est un fond ivoire légèrement craquelé. Quand vous le regardez de près, vous voyez, vous avez plein de petites craquelures. C'est vraiment ce qui caractérise Satsuma. Et bien sûr, l'utilisation de certaines couleurs, beaucoup d'or, évidemment, le rouge, des décors comme ça, un petit peu, finalement, de ce qu'on appelle des décors de brocart, avec des pivoines, avec des éventails, des nuages. Et puis, vous avez des scènes intéressantes. Alors, c'est souvent des sages. Là, vous avez des pèlerins. Vous avez un personnage avec son bâton de pèlerin. C'est dans un médaillon. Vous avez des enfants qui sont toujours un peu, qui sont des étudiants, on va dire, qui aident toujours les personnes qui ont un peu la connaissance. Donc, lui, il doit porter un rouleau qui est dans une espèce de tissu. Donc là, on est dans une représentation de scène de palais où vous avez des sages qui discutent entre eux, des lettrés. Puis là, vous avez un décor caractéristique aussi du Japon avec ce qu'on appelle des rakan. Alors, des rakan, ce sont, en Chine, on appelle ça des arates. Ce sont des êtres, si vous voulez, là, vous les remarquez, avec des espèces de mandorles. Hein. Donc, comme une auréole, une mandorle dorée. Ce sont des saints, on va dire. Ce sont des êtres qu'on appelle éveillés, mais qui sont on va dire, à l'étage inférieur de l'état de Bouddha. Ils ne sont pas totalement éveillés. Donc, ils restent sur Terre. Vous en avez 500 à peu près, en Chine comme au Japon. Et vous en avez 16 principaux. Là, vous en avez vraisemblablement plusieurs. Ils sont tous avec leurs auréoles. Il y en a un qui saisit et qui présente une espèce de flamme, vous voyez, on voit des rayons solaires un petit peu partout, là, vous voyez. Donc, c'est la flamme de la connaissance. C'est la connaissance qui s'échappe du crâne. Et ça, c'est assez... On voit souvent, notamment en Thaïlande, en Asie du Sud-Est. Il y a du boulot, en tout cas. Il y a du boulot, oui. Ça, c'est en incroyable. applique. Ça, c'est en applique. Donc, vous voyez, donc, ça, c'est rajouté après, comme barbotiné, avec ce très joli décor de lacet. Et puis, vous avez un chien de faux. Faux, c'est le nom de Bouddha. Chien de faux qui tient une balle. Donc, c'est un mâle. Hein. La femelle, elle a son petit, généralement, avec elle, et le mâle a une babale. Et donc, ça fait souvent partie d'une paire. Donc, vous n'en avez qu'un, donc ça fonctionnait par paire. Alors, il date du dernier tiers du 19e siècle, il est fin 19e. Il était destiné à l'exportation ? Il est déjà destiné à l'exportation. En fait, le Japon était une terre complètement fermée. C'était un royaume avec un shogun, on va dire un premier ministre, qui écrasait un petit peu l'empereur. Ça, c'est la période Edo. Les Satsuma, ils sont dans le sud du Japon et pour eux, c'est pratique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont loin du shogun. Ils ont réussi à importer chez eux, on va dire à kidnapper des potiers coréens. Parce qu'il faut savoir que le Japon, il n'y avait pas de porcelaine. Il n'y avait rien avant le XVIe siècle. Tout venait de la Chine. Donc vous imaginez la balance commerciale qui n'était pas du tout équilibrée. Donc, ils commencent à faire leur petit business très discrètement de l'empereur. Et avec la Chine, avec les Occidentaux, et notamment les Anglais, les Américains, les Français. Par des jeux d'alliance, ils vont réussir à finalement renverser le shogun et aider à l'émergence de l'empereur et de la période Meiji. Et la période Meiji, c'est là où finalement le Japon, vers 1868-69, s'ouvre au monde. Et là, c'est bon, on peut exporter. Et là, on exporte partout. Et donc, partout en Europe et en Occident, du coup, ces vases qui sont impressionnants, avec une très belle qualité, et le vôtre en fait partie. Il y a une signature dessous ? Alors, il est signé là. D'accord. Alors, j'aurais du mal à vous... voyez, il est signé quand même. D'accord. Il y a quelques grands maîtres qui valent beaucoup d'argent. Alors, c'est généralement d'une finesse encore supérieure. Là, il y a des détails incroyables, c'est tout petit. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais on est quand même dans une belle qualité. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas la paire. Il n'y a pas la paire. Il est quand même très imposant. Et il est en bon état. Et donc Écoutez, il est tout seul.
Moi, je vais vous l'estimer raisonnablement à 400 €. Il va y avoir le coup de cœur parce que c'est grand, c'est décoratif. Et je pense que nos acheteurs vont l'apprécier. 400 €. À mon avis, ça va grimper, je pense, on espère. En salle des ventes. Vous avez le pass ici. Et on vous souhaite bonne chance alors pour ce nouveau job. Merci. Au revoir. Vous allez dans Merci. les pièces à côté. Merci à vous.